Bonjour première, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fera le dernier exercice dans ce chapitre qui est le numéro 16 et demain, on commencera un nouveau chapitre. Donc, cet exercice, il s'agit du titrage du paracétamol. Alors, pour vérifier par titrage la masse du paracétamol contenue dans un comprimé de Doliprane, on réalise une hydrolyse du paracétamol en para-aminophénol, puis on dose le para-aminophénol par les ions cérium Ce4+. Quand je dis le terme hydrolyse, c'est le fait de décomposer un corps, de décomposer chimiquement un corps par l'action de l'eau. Ce qui se déroule vraiment, c'est que les liaisons de ce corps seront rompues par action de l'eau et ça va donner de nouveaux corps. Alors le fait de hydrolyser le paracétamol dans l'eau, ça va libérer le para-aminophénol et c'est ce para-aminophénol qui sera titré par les ions cérium Ce4+. Ils nous disent que cette équation qui se déroule entre l'eau et le paracétamol, c'est une réaction totale. On verse la solution obtenue dans une fiole jaugée de 100 ml et on complète la fiole jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Cette solution préparée, c'est la solution S1. La concentration, c'est C1 en para-aminophénol. C'est-à-dire le soluté ici, c'est le para-aminophénol car le paracétamol a été décomposé et s'est transformé en para-aminophénol. Le titrage, c'est on dose un volume V1 de 10 ml de la solution S1 par une solution titrante S2 de concentration connue en ion Ce4+, et le volume versé à l'équivalence CVE. Il nous donne aussi le support de l'équation support du titrage, c'est la suivante. Si vous remarquez, V1, ils nous ont dit 10 plus ou moins 0,05 ml, C2, 5 plus ou moins 0,01 fois 10 moins 2 moins litre moins 1, et VE, c'est 13,1 plus ou moins 0,1 ml. Ces valeurs-là, ces valeurs qui sont écrites après les plus ou moins, ce sont les valeurs des incertitudes qui proviennent des erreurs expérimentales. Il faut savoir, en travaillant au laboratoire, en opérant au laboratoire, il y a des erreurs qui ont comme source le travail de l'analyse, c'est-à-dire la personne qui effectue l'analyse. Par exemple, ça peut être cette erreur lors de la pesée d'une certaine masse s'il prépare une solution par dissolution. Ça peut être une erreur en complétant la fiole jusqu'au trait de jauge. Il se peut que cette personne ajoute une ou bien deux gouttes d'eau distillée sans faire attention ou bien sans bien visualiser le trait de jauge. Il se peut aussi, lors d'un titrage, qu'il verse quelques gouttes de plus sans savoir qu'il a dépassé l'équivalence. Peut-être il a pensé que voilà, ça c'est l'équivalence. Donc tout cela, ce sont des erreurs expérimentales. Donc la première source des erreurs expérimentales, c'est le travail de la personne au laboratoire. Et la deuxième source sont les verreries utilisées au laboratoire. Chaque verrerie, je vais essayer de vous envoyer des photos. Par exemple, chaque fiole jaugée, selon sa capacité, c'est sur la fiole, c'est écrit l'erreur due à l'utilisation de cette fiole. Parfois, c'est dû au trait de jauge s'il est épais. Dans d'autres fioles, le trait de jauge, il est dessiné il est un peu plus le tiret il est un peu plus mince. Donc ce sont des erreurs dues aux verreries et parfois aux appareils utilisés au laboratoire, par exemple comme la balance. Toujours on a une erreur sur la balance. Donc ces erreurs-là, on les écrit par les incertitudes. Maintenant, quand on va faire le calcul, que ce soit de la masse, que ce soit de nombre de moles, de la concentration pour vous jusqu'à présent, on utilise seulement les valeurs données sans les incertitudes. Mais quand il nous demande de calculer l'incertitude qui est due aux différentes erreurs ou bien aux différentes incertitudes dans cet exercice, ainsi j'utilise ces valeurs appelées plus ou moins. On verra comment dans la suite de l'exercice. Alors, comme première étape, on a hydrolysé le paracétamol, on a préparé une solution S1 de para-aminophénol qui provient de l'hydrolyse de paracétamol et de volume 100 ml. On a pris 10 ml de cette solution qui va être titrée avec une concentration connue
en CE4+. Le réactif titré ici, c'est le para-aminophénol. Le réactif titrant, c'est le CE4+. Et le but final, c'est de revenir à la quantité du paracétamol afin de déterminer la masse de paracétamol dans un comprimé de Doliprane. Ok. La première question, avec quelle verrerie de précision mesure-t-on le volume V1 de la solution S1, écrire la relation à l'équivalence et en déduire la concentration C1 en para-aminophénol, identifier quelques sources d'erreur, calculer l'incertitude et en déduire la quantité du para-aminophénol, justifier que la quantité du paracétamol est égale à la quantité de para-aminophénol et on va remarquer, on va conclure, savoir la masse du paracétamol contenu dans le comprimé du Doliprane. Donc, je répète, première étape, c'est l'hydrolyse. Ça, c'est le paracétamol, ça va donner le para-aminophénol et je vais préparer une solution de 100 ml. Dosage, le para-aminophénol, c'est le réactif titré. Je connais le volume qui a été mis dans l'Erlen ou bien dans le Bécher. Les ions CE4+, ce sont le réactif titrant de concentration et le volume versé à l'équivalence est connu. Donc, la première question, avec quelle verrerie de précision mesure-t-on le volume V1 de la solution S1? V1, c'est 10 ml. On va le mesurer avec une pipette jaugée de 10 ml. Ensuite, la relation à l'équivalence du titrage. Pour cela, je dois utiliser l'équation support du titrage. Comme d'habitude, vous connaissez, on écrit à l'équivalence, les deux réactifs titrant et titré sont totalement consommés selon la proportion stoichiométrique de l'équation de réaction du titrage. Ni du para-aminophénol sur 1 est égal à n versé à l'équivalence sur CE4+. Donc aussi, ici, si vous voulez dire n introduit dans l'Erlen, ici, c'est pas grave. C1V1 sur 1 égale C2VE sur 2. Je peux déduire C1 à n, c'est-à-dire application numérique. Donc, c'est C fois V sur 2 fois 10 ml. Donc, c'est 3,28 fois 10-2 mol litre moins 1. Si vous remarquez ici, pour le calcul, je ne mets pas les valeurs de l'incertitude, je prends la valeur de la concentration. Ensuite, identifier quelques sources d'erreur lors du titrage. Donc, comme je viens de l'expliquer au début de l'exercice, ça peut être dû, l'erreur, ça peut être dû au prélèvement du volume V1, puisque dans la fiole jaugée, vous savez qu'on a un trait de jauge, donc peut-être ça va différer d'une personne à l'autre un peu le volume. Il y a un risque d'erreur ici, puisque peut-être quelqu'un va prendre quelques gouttes de plus ou pas, donc c'est une source d'erreur. La concentration de la solution S2. Aussi, si c'est à vous de préparer la concentration, une solution donnée, d'où l'idée, je vous ai dit l'année dernière. L'année dernière, peut-être vous n'avez pas beaucoup vu l'intérêt de la préparation d'une solution. Mais je vous ai dit en première, vous allez préparer une solution et vous allez l'utiliser comme référence pour doser d'autres solutions. Donc, si notre solution n'est pas bien préparée, si notre solution a été mal préparée ou bien renferme des erreurs expérimentales, bah, automatiquement, la solution que vous allez titrer ne va pas être conforme à exactement aux valeurs données ou bien donc vous pensez que que vous avez bien titré, puisque votre solution de départ est mal préparée, alors automatiquement vous allez obtenir une valeur fausse de la concentration de la solution titrée. Donc aussi l'erreur, c'est lecture du volume équivalent sur la bulette graduée. Il faut, s'il vous plaît, c'est très important d'être au niveau, de mettre l'œil au trait de jauge dans la burette, sur la burette graduée, afin de bien lire et de savoir exactement quel était le volume versé. Ok, voilà ces quelques sources d'erreurs. Si dans cet exercice, par exemple, nous avons utilisé la balance pour une raison ou bien une autre, ou bien vous aviez une partie de préparation de solution par dissolution, aussi ça peut être l'erreur sur la balance. Ok, donc, puisque cette vidéo va s'arrêter à 10 minutes, donc j'arrête là et je continue tout de suite la deuxième partie dans une nouvelle vidéo.